dans toutes les manifestations que j'ai infiltrées pour l'année dernière et celle d'avant pour la Palestine à Paris, je n'avais pas vraiment l'impression d'être en France de Voltaire. J'avais l'impression d'être en Syrie ou en Arabie Saoudite. Alors bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est journaliste, écrivain, syrien et réfugié politique en France. Dans son dernier essai, Les complices du mal, Omar Youssef Souleiman accuse une partie de la gauche française d'avoir fermé les yeux, voire pire, sur l'islamisme et l'antisémitisme au nom de la cause palestinienne. C'est un livre dur, dérangeant, mais qui pose des questions essentielles. Alors, des questions, nous en avons justement pour notre invité, Omar Youssef Souleiman, bonjour. Bonjour. Vous écrivez dans votre livre, Les complices du mal, donc, que le 7 octobre n'a pas seulement été un massacre, mais un révélateur. Alors, révélateur de quoi, selon vous, en tout cas dans la société française? C'était un révélateur de, comment dire, de la vérité des gens, tout simplement, c'est-à-dire de différents partis politiques. Moi, ce qui m'a tellement choqué le 7 octobre, c'était la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui a considéré le massacre de Hamas comme une violence contre une autre violence. Oui, c'était comme une réaction pour lui. Oui. Et le lendemain, la France insoumise a publié un communiqué de presse pour confirmer cette parole. C'était ça l'alerte pour moi, c'était ça la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'était pour aussi mettre l'alerte. Oui, parce qu'en fait, le massacre de Hamas a divisé le monde, a divisé les Français. Ça, ce qui était dur, parce qu'on avait déjà des problèmes, des radicalisations islamistes, radicalisations même d'ultra-droite, d'ultra-gauche, etc. Donc, 7 octobre, c'était l'outil pour diviser et les politiciens, mais aussi surtout la société, les catégories françaises, et surtout chez les jeunes. Donc la France insoumise, c'était le pire on a vu parmi tous ces gens-là, ceux qui ont instrumentalisé ces mouvements pour leur propre intérêt. Quand on lit votre livre, on se rend compte donc que certains militants parlent au nom des Palestiniens, mais qu'ils reprennent en fait, comment dire, mot pour mot finalement la rhétorique du Hamas. Alors, à quel moment, selon vous, cette solidarité, elle bascule dans la complicité? Ils basculent dans la complicité à travers justement l'intérêt politique. C'est-à-dire, quand on considère la cause palestinienne comme un sujet à instrumentaliser pour ses propres intérêts, c'est là où il commence la différence entre la solidarité et l'instrumentalisation. Et quand on se manifeste surtout, et ça c'est très important, oui, quand on se manifeste à Paris ou ailleurs avec des associations islamistes, antisémites, sans réserve, comme Urgence Palestine ou comme Perspective musulmane, et les manifestants répètent ces slogans, ou même pire, ils organisent ces manifestations, c'est-à-dire la plupart de ces manifs que j'ai infiltrés pour écrire mon livre Les complices du mal, c'était soit organisé par Urgence Palestine, soit par la France insoumise eux-mêmes, soit par les deux, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une association comme Urgence Palestine euh, autrement, je veux dire, des slogans antisémites, islamistes, comme par exemple Omar Al-Soumi, le directeur d'Urgence Palestine, il salue le déluge de l'Aqsa, le déluge de l'Aqsa, c'est le massacre de Hamas, et il l'a fait le 5 octobre 2024. Et donc, il y avait aussi des députés de la France insoumise dans la même manifestation. Quand, par exemple, Omar Al-Soumi lui-même, il appelle à l'intifada dans la même manifestation et dans d'autres manifs aussi, où il y avait des députés de la France insoumise, etc. Il y a beaucoup, en fait, quand Rami Shas, militant pour cette association, qui dit que les seuls porte-parole légitimes des Palestiniens sont ceux qui sont dans les tunnels de Gaza, aujourd'hui, autrement dit, le Hamas, et en même temps, il y avait ces députés de la France insoumise qui répètent des slogans quand il y a... Bon, bref, là, je répéter vraiment je peux citer beaucoup d'exemples, mais bref, je veux dire que c'est ça, pour répondre à votre question, une fois qu'on se manifeste avec ces associations,
en adoptant leur discours, ça veut dire on soutient le Hamas, et pas la cause palestinienne comme une cause noble. On a entendu dans ces manifestations énormément de slogans, donc de slogans qui flirtaient, qui flirtaient pas même, qui étaient les deux pieds dans l'antisémitisme. Et on avait également donc des slogans qui assimilaient Israël aux nazis. Est-ce que pour vous, il y a encore une petite étincelle de différence entre antisionisme et antisémitisme au sein de cette pensée? D'abord, ceux qui ont associé Israël aux nazis, c'était pareil, c'était le 7 octobre, c'était une penderie, que je l'ai filmé d'ailleurs, une penderie levée par une dame, place au Clichy à Paris, que j'ai publié dans le livre, qui dit qu'on n'oubliez pas ce que les nazis ont fait avec vous et ne le faites pas avec les autres. Ça, c'est horrible. Vraiment le pire antisémite de publier telle phrase. Donc, par rapport à la différence entre l'antisionisme et l'antisémite, à mon avis, l'antisionisme et l'anti-Israël surtout, car on appelle par exemple à rayer Israël de la carte, Mhm. en disant que Israël ne doit pas exister, Palestine, de l'eau à l'eau. Seul le slogan, hein, vous voyez, de l'eau à l'eau, Palestine, d'Almaïa, je le dis en arabe, d'Almaïa, Palestine, Arabia, ou de fleuve à la mer, Palestine et arabe. Ça veut dire Israël ne doit pas exister. Ça veut dire le sionisme ne doit pas exister. Ça veut dire que ce pays qui s'appelle Israël, dont l'habitant représente 75% sont juifs, ne doit pas exister. Donc si c'était pas ça l'antisémitisme, alors qu'est-ce que c'est? Car on appelle à tuer des millions de juifs en Israël. Alors qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Et évidemment quoi c'est l'antisémitisme. À mon avis, être antisioniste, ça veut dire on est antisémite. C'est très simple. Vous montrez aussi dans votre livre comment le discours victimaire finalement vient justifier cette violence islamiste. Et alors, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, ce récit séduit autant une partie de la jeunesse française? Parce qu'en fait, ça marche. Alors d'abord, pourquoi ils l'adoptent? Pourquoi la France insoumise, il l'adopte à le récit des frères musulmans, celui du discours victimaire, parce qu'ils veulent être cohérents avec eux d'un côté et d'un autre côté. Ça fonctionne bien parce que quand on joue les victimes, on adresse aux émotions des gens, vous voyez. Et c'est ça, souvent les radicaux, ils le font, hein, vous voyez. C'est pas seulement la France insoumise. Et du coup, et surtout chez les jeunes, ça fonctionne très bien parce que quand on se présente comme tout ce qu'on pratique comme violence, comme agression, comme par exemple le 7 octobre du Hamas, c'était qu'une réaction contre une violence, on crée un sort de solidarité et on justifie ces pratiques extrêmement radicales, même criminelles, comme vous voyez. Et d'un côté. D'un autre côté, on crée un sort de sympathie chez les Français et surtout les jeunes. Et pourquoi surtout les jeunes? Parce que les jeunes, ils ont grandi, les jeunes Français d'aujourd'hui, ils ont grandi dans une idée de se culpabiliser en tant qu'anciens colonialistes, qu'ils ont appris à l'école qui a été changée, hein, il y a des dizaines d'années. On a, l'ancienne génération a incarné dans leur esprit comme quoi que vous êtes les coupables du malheur du monde parce que vous êtes les colonialistes, vous êtes les descendants de colonialistes, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Et du coup, aujourd'hui, d'un côté, ils souhaitent, comment dire, rattraper cette culpabilité. Ils souhaitent être solidaires pour dire que non, nous, on n'est pas coupables. C'est pas de notre faute. Excusez-nous. Nous, parce qu'ils font ce lien entre ce que la France a fait en Algérie et ce que Israël fait aujourd'hui à Gaza. Ça, c'est d'ailleurs, ça, c'est au cœur du discours de Rima Hassan pour manipuler les jeunes, qu'elle l'a dit texto. Elle a dit que ce que la France fait Algérie, là, je cite pas, hein, mais c'était dans ce sens, c'est Israël fait à Gaza et ça fonctionne extrêmement bien, surtout chez les jeunes ici en France et surtout aussi chez les jeunes descendants d'origine algérienne. Oui, parce qu'ils ont aussi cette mémoire comme quoi qu'on est refusé et on ne veut pas du tout que ce soit répété. Ou disons, on est comme quoi que les Palestiniens revivent une diaspora à Gaza, une colonisation à Gaza. Donc ça, c'est par rapport aux jeunes. Donc ça marche très bien de les séduire de cette manière. Oui. Et ça s'est fait exprès quand même.
on va parler peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus générale de ce qui se passe aujourd'hui, on va dire, dans le monde et dans le monde musulman, le monde arabe, au regard du changement de pouvoir en Syrie et des bouleversements qu'on peut observer actuellement en Iran, hein, des différentes manifestations de ce pouvoir qui semble peut-être en mesure de vaciller. Est-ce que vous croyez cette fois-ci en un vrai printemps arabo-perse? Il faut aussi vraiment faire la différence de ne pas mettre dans le même sac Musul les Perses et les Arabes. Oui, Non, c'est pas du tout pareil, malheureusement. Alors d'abord, par rapport à la Syrie, puisque je suis d'origine syrienne, je suis allé d'ailleurs le mois de janvier, il y a un an, le mois de janvier 2025, après la chute du régime d'Assad, parce que j'ai passé 13 ans sans pouvoir y aller. Du coup, je trouve aujourd'hui, malheureusement, je suis un peu pessimiste par rapport à la Syrie, parce que le nouveau pouvoir, il pratique une autorité islamiste sur place. Il pratique la censure individuelle sur la liberté des gens, la censure sur la liberté individuelle des gens. Il pratique aussi l'esprit totalitaire islamiste. Ça, c'est pire. Par exemple, regardez les nouveaux billets syriens, l'argent syrien qui vient ouais. d'être imprimé actuellement. Mais c'est ça la Syrie? C'est ridicule quand même. Quand on voit ces billets, quand on voit des billets où il est écrit par exemple de citron, de blé. La Syrie est un pays qui a plus que 5000 ans. La Syrie, il y a plein de civilisations. On a Palmyre, on a les Grecs qui sont passés ici. Là-bas, on a les Romains, on a euh, Oui, on a d'ailleurs, les Israël a Phéniciens, d'ailleurs été Babel, traversé par les Bulgarie. mêmes empires. Justement, vous voyez, donc la Syrie, c'est énorme, vous voyez, donc c'est bas du citron. Donc ça, c'est l'esprit salafiste qui souhaite se débarrasser de toute civilisation et pour lui-même, c'est interdit de dessiner une tête d'un être humain, quelque part. Bon, ils sont malades, ces gens, vous voyez. Ils sont malades, ils sont intégristes, ils sont salafistes. Par Alors rapport à justement, l'Iran, comment on peut imaginer justement un rapprochement entre la Syrie de Djoulani et Israël aujourd'hui? ça va être réalisé, vous allez voir, à mon avis, parce que ça va être réalisé par la sécurité. C'est pas parce que, parce que Jolani a la volonté de le faire, mais il n'a pas le choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est, il est pressé. C'est-à-dire, les États-Unis lui mettent la pression pour faire tel accord avec Israël, d'un côté et d'un autre côté. Israël, en tant qu'un pays euh, tellement moderne, tellement fort, on ne peut pas jouer avec Israël d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si Jolani va continuer de faire des conneries, frapper, il a appris la leçon aujourd'hui, à mon avis. Oui, il a appris la leçon de Hezbollah, le chef de Hezbollah, il a appris la leçon de chef de Hamas, etc. Comme quoi, Israël, c'est pas un pays, c'est pas, comment dire, un groupe comme ça, on peut les envahir, on peut les frapper n'importe quand on souhaite. Et regardez ses discours auparavant. Ses discours auparavant, il a dit texto que notre objectif, ce n'est pas arrêter à Damas, mais aller vers Jérusalem, pour libérer Jérusalem Oui, des Juifs et des ouais, Israéliens. tout à fait. Donc aujourd'hui, il est au pouvoir. Et il sait bien qu'il ne peut pas jouer avec Israël. Et donc, il va, à mon avis, à mon avis, faire un accord avec Israël parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais en même temps, il faut jamais lui faire confiance, ni lui, ni ses entourages. Moi, je parle de la part des Israéliens. Parce qu'au bout d'un Oui, moment, les islamistes, ils pratiquent le taqiyya actuellement. Ça veut dire la dissimulation. C'est-à-dire, ils jouent les sympathies, etc. Lorsqu'ils deviennent forts, ils ont la possibilité et à ce moment-là, ils peuvent attaquer. Donc, ils vont attaquer Israël. Ça, c'est dans leur objectif, c'est sûr et certain, dans leur esprit, mais pas maintenant, c'est sûr. Donc, par rapport à l'Iran, c'est vraiment un autre sujet, un autre monde, parce que le peuple Oui, iranien, c'est non, un peuple oublié. Perse, tout à fait. Le peuple perse, c'est un peuple éveillé, c'est un peuple d'une d'une- d'une civilisation énorme. Et voyons aujourd'hui les slogans répétés dans les rues iraniennes, à quel point ils sont unis aussi, vous voyez. Et c'est un autre contexte. Et du coup, à mon avis, on attend un printemps iranien depuis des années. Je ne sais pas si ça va être réalisé avec les manifestations actuelles ou pas, mais je suis beaucoup plus
optimiste pour l'Iran comme pour la Syrie. D'accord. Donc à suivre de près tous ces développements. Effectivement, ça va être tout le défi d'Israël, c'est de manœuvrer avec un homme comme Joulani et toute cette idéologie qui avance masquée en réalité. Je vais vous poser donc une dernière question, Omar Youssef, avant de vous laisser repartir à vos affaires. Une question peut-être un peu plus personnelle d'ailleurs. Vous avez fui l'islamisme en Syrie. Quand on a parlé des différentes alliances politiques qu'on peut observer aujourd'hui en France, est-ce que vous avez parfois le sentiment d'un déplacement de l'islamisme en Occident? Est-ce que vous avez peur de revoir sous votre nez ce que vous avez un petit peu laissé derrière vous finalement? Déjà, je le vois, hein. Pour vous, c'est déjà là. Déjà dans toutes les manifestations que j'ai infiltrées pour l'année dernière et celle d'avant pour la Palestine à Paris, je n'avais pas vraiment l'impression d'être en France de Voltaire. J'avais l'impression d'être en Syrie ou en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, parce que j'ai grandi en Arabie Saoudite à une partie de ma vie. Surtout au début des années 2000, pendant l'intifada d'Al-Aqsa, c'était l'intifada, la deuxième intifada, où au Moyen-Orient, des grandes manifestations étaient organisées en appelant à détruire Israël, en, euh, en rendre hommage au Hamas et aux autres groupes, au Hezbollah par exemple, pour aller encore plus loin à détruire Israël. Après toutes ces années, j'ai entendu exactement le même slogan plusieurs fois ici, en France, à Paris, place de la République, en disant Ya Hassan Yallah, Ya Hassan, Mishan Allah, Ya Hassan Yallah. Ça veut dire des manifestants s'oubliaient Hassan Nasrallah enfin, l'ancien chef de Hezbollah, Hezbollah. pour aller encore plus loin pour détruire Israël. Et Bako, hein, il y a plein d'autres slogans en français et en arabe. Donc on est déjà là. Et par rapport aux slogans, mais aussi par rapport à l'ambiance et l'esprit. Mhm. Donc pour vous, il n'y a pas de marche arrière possible. On a déjà C'est basculé. pas une question de marche arrière. Il y a des pratiques possibles. Il y a du travail à faire. Je veux dire, il faut travailler sur deux domaines, à mon avis. Sur faire des enquêtes, c'est-à-dire révéler la vérité de ce qui se passe aujourd'hui pour les Françaises et les Français et tout le monde. Et deuxièmement, cultiver la laïcité chez les jeunes. Cultiver la laïcité chez les jeunes. C'est un vaste projet qui a été un petit peu abandonné ces dernières années. Ouais. Tout à fait. Bah, écoutez, on sera certainement, je l'espère, amené à se reparler, notamment, vous l'avez évoqué, pour l'Arabie Saoudite, qui va aussi faire partie de ce grand développement régional. On est loin d'en avoir fini avec les surprises dans la région. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention sur Studio Kalita et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleiman. Au revoir.